Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, l'émission hebdo des services des sports de Charente-Livre. Avec moi, Mathéo Rondeau. Bonjour Mathéo. Bonjour Eric. Et nos deux éminents spécialistes rugby, de gauche à droite, Laurent Cardona, Fabrice Landreau. Bonjour messieurs. Bonsoir. On attaque la dernière ligne droite de la saison avec les barrages de top 14 dès ce week-end. Ça va être l'objet de l'interview. Allez, le jingle. Premier barrage samedi soir avec Toulon-La Rochelle à Mayol. On va voir des images des Toulonnais qui ont gagné 12 de leurs 13 matchs à domicile cette saison. Messieurs, c'est un stade que vous connaissez bien. Fabrice comme entraîneur, Laurent comme arbitre, parfois chahuté. L'avantage du terrain joue en faveur des Toulonnais pour vous ? Ouais, clairement, à Toulon, il y a une ferveur populaire due beaucoup au sud de la France, comme d'autres clubs du sud. Et le public toulonnais, le stade sera archi plein. Et puis avec des joueurs comme Baptiste Serin, quand tu précises le nombre de victoires, c'est aussi grâce et surtout avec Baptiste Serin à la mêlée. Avantage Toulon aussi, Fabrice ? Oui, ils sont sur une belle dynamique à domicile. Ils ont eu un petit coup de moins bien en milieu de saison, mais ça a été rectifié. Et aujourd'hui, je pense que ça fait maintenant 5 saisons qu'ils n'ont pas participé aux demi-finales. Ouais. Donc c'est aussi un objectif qui sera très important pour valider la succession Patrice Colazo, l'après-Colazo. Ouais. Face à eux, les Rochelais qui sont très en deçà de leur niveau des saisons précédentes. On va les voir à l'image à l'occasion de leur victoire samedi dernier face au Racing qui leur a permis de se qualifier. Comment est-ce que vous expliquez cette saison un petit peu plus difficile ? Clairement, l'après-Coupe du Monde a fait mal. Je pense que des joueurs comme Grégory Aldrit, qui ont été finalement pas là pendant la grosse première partie de saison, ça a été dur pour lui. Puis quand il est revenu, on a bien vu qu'il n'était pas dans sa pleine capacité de ses moyens. Et ça, je pense vraiment que ça a fait mal. Et les Rochelais, ils sortent quand même. Il y a toujours des trous comme ça dans des saisons avec des trous, surtout quand tu gagnes tout. Parce que les 2 titres de champion d'Europe, ça faisait beaucoup. Donc, voilà. Ce qu'on ne mesure pas, c'est tout l'aspect psychologique. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une charge énorme, une charge émotionnelle qui est énorme. Et ce qu'ont fait les Rochelais, c'est exceptionnel. Remporter 2 Coupes d'Europe coup sur coup, être 2 fois finaliste du championnat, perdre cette finale, on l'oublie, perdre la finale sur une erreur de Seteni, un titre de champion de France à laquelle vous courez depuis tout le temps que vous perdez, bien redémarrer une saison d'après, c'est un petit peu plus compliqué et les têtes sont pas... Voilà. Ça vous demande de redoubler d'efforts en plus. Et est-ce qu'aujourd'hui, les Rochelais sont en capacité de redoubler d'efforts ? En tout cas, ils ne l'étaient pas sur les différentes phases finales qu'ils ont dû jouer, notamment pour l'Europe. Ils ont été cherchés, parce que c'est un groupe qui a beaucoup de qualité, chercher leur qualification chez les Stormers pour la Coupe d'Europe, mais ils se sont inclinés très fortement cette saison au Leinster. Est-ce que là, ils auront les ressources? Est-ce qu'ils auront rechargé? Est-ce qu'ils auront cet esprit de clan, de tribu, d'aller chercher une victoire à Mayol? Peut-être que le contexte toulonnais va les resserrer et leur dire on est en danger. Et il faut qu'on aille chercher notre qualif là-bas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes quant aux vainqueurs. Et je pense que, sur le papier en tout cas, La Rochelle peut battre n'importe quelle équipe. D'accord. Deuxième barrage dimanche, l'UBB qui reçoit le Racing. Laurent, vous avez fait partie du staff de l'UBB. Oui. Encore l'année dernière, vous aviez perdu en demi contre La Rochelle, justement. Oui. On va avoir des images. Ouais, on va avoir des images des Bordelais qui ont cartonné face à Oyo la semaine passée. L'UBB en barrage à domicile, elle est à sa place ? Ah oui, clairement. Et j'aurais même pu penser qu'elle soit qualifiée directement en demi. Ils ont loupé des matchs trop importants, à quelques points, donc vraiment pas grand-chose. Mais pour moi, il y a un vrai avantage. Le Racing est poussif. On le voit sur ces matchs, on le voit encore là ils ont obtenu leur qualif, mais c'était très difficile. Je ne pense pas que l'UBB soit détrôné chez lui, en tout cas à Chaban, devant un stade Chaban qui sera encore une fois plein. Autant que possible. Non, ils ont des 3 quarts de feu, ils sont menés par toute cette ligne de 3 quarts, symbolisée par Penaud et Bialbiaré. Même avec la perte de Jalibert, parce que là on a compris que Jalibert avait fini sa saison, même avec la perte de Jalibert, un Matteo Garcia ou un Maxime Lecu qui peut tout à fait prendre ce poste de numéro 10, ça peut être aussi très intéressant, même s'ils n'ont pas l'animation de Mathieu Jalibert. Cette fois-ci, quand je parlais du plan émotionnel du côté Rochelais, pour cette saison, les l'UBB ont vécu les demi-finales et tout cet aspect extraordinaire de vivre une demi-finale. Ils l'ont perdu face au Rochelais l'année dernière. Voilà.
Ils peuvent avoir un nouvel accès là-bas. Pour eux, c'est un objectif qu'ils ne peuvent pas se permettre de lâcher. Pour des demi qui vont jouer au Matmut en plus. Oui, en plus, C'est 2 fois chez eux finalement, parce que le Matmut c'est reste quand même à Bordeaux. Quoi, donc. Justement, Fabrice, vous avez passé de longues années au Stade Français, mais vous avez aussi porté le maillot du Racing. Au regard de la fin de saison, justement, des Racingmen, 4 défaites lors des 5 derniers matchs de la saison régulière. Ils sont clairement outsiders ce dimanche à Chaban. Oui, ils sont outsiders. Ils n'ont jamais vraiment dominé le championnat. Ils se qualifient ric-rac. Ils auraient très bien pu sortir s'il n'y a pas le bonus défensif de Castres qui vient leur enlever ça. Bon, ce qu'on peut dire simplement, c'est que la greffe avec Lancaster n'a pas encore pris. Et que les joueurs comme Colissi, on attendait énormément de ce joueur, mais bon, lui aussi très fatigué. Et ils n'ont pas réussi à porter cette équipe pour se qualifier tranquillement. Donc ils y vont en outsider, ils n'ont rien à perdre. Ils ont sauvé, on va dire, partiellement leur saison, parce que c'est quand même un gros du championnat avec des gros joueurs à l'intérieur. Ficou, Colissi, ça parle quand même, Woki. C'est pas rien. Et voilà, donc pareil, ils y vont sans pression. Mais s'ils ne se préparent pas très très bien, ils peuvent prendre une sacrée Ils peuvent charger. Ils peuvent charger à Bordeaux, qui peut être en feu, effectivement, avec cette ligne de 3 quarts qui est quand même très impressionnante, qui vaudra celle du SA15 l'année prochaine. On y reviendra. Bon, ces barrages vont déboucher sur les demi-finales. La semaine suivante, justement, à Bordeaux, pour lesquelles Toulouse et le Stade Français sont déjà qualifiés. Une même question pour vous deux. Toulouse, champion en titre, champion d'Europe face au Leinster, en tête à la fin de la saison régulière. Est-il imbattable? C'est une machine. La machine toulousaine. La machine clairement toulousaine qui est très impressionnante quand elle est capable d'aligner tous ses cadres. Franchement. Même sans, finalement. Même sans. Ils ont gagné à Montpellier. À Lyon, ils étaient un petit peu déçus. Sur leur dernier match championnat, bon, ils n'avaient clairement rien à aller chercher là-bas, mais j'aurais aimé que les jeunes joueurs qui ont été mis sur la feuille de match à Lyon montrent autre chose que ce qu'ils ont pris finalement. Ils ont pris une petite raclée quand même. Ouais, mais ils avaient gagné à Montpellier. Mais ils avaient gagné à Montpellier, ces jeunes-là. Et donc voilà, donc non, franchement, Toulouse est très très impressionnant. Et puis il n'y a pas de blessés, quoi. Je veux dire, ils ont tout leur cadre. Il y a que Jelonche, quoi. Ouais, que Jelonche, mais bon, Jelonche. Voilà, Et Méafou aussi. Méafou, effectivement, mais leur dynamiteur que Dupont, Ntamak. Ramos, précis devant les buts, ça vaut quand même son pesant d'or. C'est vraiment une équipe très impressionnante. Et pour battre le Leinster, je suis désolé, mais c'est la référence européenne aujourd'hui. Non, moi, pareil, c'est le grand favori. Après, on sait très bien comment ça se passe. Sur un match, il peut y avoir un jour sans. On tape les poteaux, les essais ne sont pas forcément inscrits, la machine se dérègle un petit peu. Et puis, on ne sait jamais. Il y aurait peut-être pas... Voilà, la surprise, il peut y avoir une surprise, mais normalement, les Toulousains cette année, si en plus s'ils le décident au niveau de leur groupe, de pouvoir faire un doublé, voilà, ils ont l'opportunité de faire un doublé, c'est assez rare dans la carrière d'un joueur et surtout dans l'histoire d'un club. Ils peuvent, parce que l'opposition avec l'UBB qui avait eu lieu au Matmut Stadium avait été très impressionnante. Cette opposition, on s'en souvient, c'est un match qui a marqué le championnat. Et Bordeaux avait gagné sur un excellent match de leur part. Et donc voilà, donc oui, je suis d'accord avec Fabrice, ils sont vraiment très impressionnants et quasi imbattables. Mais attention, le parfum des phases finales peut changer beaucoup de choses, change la donne. À l'opposé du tableau, dans ces demi-finales, on retrouvera le Stade Français. Fabrice, vous connaissez bien. Le Stade Français qui cultive un paradoxe. Deuxième meilleure défense de top 14. Plus mauvaise attaque avec Oyo. Est-ce que c'est l'équipe la plus chiante du championnat sur cette saison régulière? En tout cas, c'est celle qui, collectivement, défensivement, en tout cas, celle qui prouve qu'elle est la meilleure et la plus cohérente. Ensuite, pour moi, c'est une surprise. Très honnêtement, d'avoir été comme ça quasiment en tête du championnat tout au long de la saison, d'avoir tenu ce rythme-là, je trouve ça c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas vraiment de vedette dans cette équipe. Il y a du talent, mais il n'y a pas de... Pas très impacté par la Coupe du Monde ni par la Coupe d'Europe. Mais c'est une équipe qui a été très régulière, il y a une très bonne ambiance, je pense qu'il y a une bonne osmose entre le staff qui a amené une nouvelle vision et ces joueurs qui finalement est amputés de pas mal de cadres, mais qui sont là et qui ont envie de se battre farouchement. Ils ont eu le droit de participer directement aux demi-finales. Est-ce qu'ils auront les ressources? Est-ce qu'ils auront l'expérience? Est-ce qu'ils n'auront pas un peu la peur au ventre d'aller chercher une finale? Ça, aujourd'hui, je ne le sais pas. Que ce soit Labitte ou Ghezal, ils ont énormément avec Gustard, ils ont vraiment beaucoup d'expérience, ils vont transmettre ça. Bon, ce serait superbe pour Paris d'aller chercher une finale et de clôturer cette saison magnifique, parce que il y a aussi le côté économique. Jean-Bouin a retrouvé des spectateurs, Jean-Bouin a retrouvé des fidèles. Et il y a quand même eu, pendant 6-7 ans, Monsieur Wilde qui a tous les ans rajouté de ses deniers personnels.
Voilà, ses fonds propres pour que le club puisse continuer. Donc c'est aussi une récompense sportive qui vient allouer aux efforts économiques. Je suis totalement d'accord. Ils ont une solidarité défensive qu'ils montrent à chaque match. Et puis ils ont quelques dynamiteurs quand même. Je veux dire, ils ont quelques joueurs hyper intéressants, menés par Ward, qui est vraiment le joueur. La révélation. Ce micro-canal plus qui a été posé sur lui, vraiment, tu t'aperçois de ce joueur. On a l'impression qu'il est presque un peu sous-coté. On ne le connaît pas beaucoup. Mais c'est la révélation. Mais il est vraiment... Il est le fer de lance de cette solidarité qu'ils font preuve même dans les difficultés. Ils s'en sortent parce qu'ils sont solidaires. Et ça se voit, ça transpire sur leur match. Est-ce que ça peut faire effacer ce petit moins en attaque? Ils sont derniers au classement top 14. Est-ce que sur une phase finale, ça peut... Les phases finales, c'est toujours serré. Ça va se jouer avant tout sur la bataille des avants, la bataille des rucks. Tout passe par là. Généralement, il y a une phrase qu'on répète souvent, c'est les avants qui gagnent les matchs. Les trois quarts, ils font que le score. Ils décident du score. Donc voilà, s'ils arrivent à avoir la main et la domination avec les avants, ça veut dire qu'ils auront des ballons. Peut-être qu'ils mettront l'équipe à la faute quand on connaît la régularité au pied de Joris Second ou de Léo Barré. Puis un Rory Cocotte. Cocotte qui a une énorme expérience des phases finales, qui maîtrise tout ça. qui a fait disjoncter déjà des joueurs en face de lui. Je repense à cette finale, j'étais à la touche, Castres-Montpellier. Il a clairement fait disjoncter les Montpelliérains, mais en leur parlant, le buteur montpelliérain s'était complètement troué sur cette finale, dû notamment à la pression qu'il leur mettait psychologique. Il est infernal. J'avoue aussi Morgan Parra dans le staff, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui était un vrai stratège lorsqu'il était joueur. Non, il y a tout ce qu'il faut. Après, voilà, est-ce qu'ils auront les ressources pour le faire? Le côté émotionnel, c'est super important. Est-ce que ce sera pour eux le fait d'être en demi-finale? Est-ce que c'est déjà un objectif qui est atteint ou est-ce qu'ils veulent plus? Voilà, à eux de déterminer. Autre rendez-vous du week-end, l'Access Match donc entre Montpellier, 13e de top 14, Grenoble battu en finale de Pro D2 samedi par Vannes à Toulouse. On va voir quelques images de ce match. Les Grenoblois à la maison peuvent-ils se remettre d'une telle déception en une semaine? Alors, je vais reprendre un petit peu de l'historique. J'avais assisté il y a quelques années à la finale entre Grenoble et Perpignan. Et j'avais vu Perpignan devenir champion de France en mettant quasiment 50 points à Grenoble. Et je disais, malheureusement, Oyonnax, avait entraîné par Bononato, avait fait une bonne saison. Bonne fin de saison. J'ai dit, il n'y aura pas de problème. Et voilà, le Stade des Alpes a renversé Oyo. Il y a eu 40 points à la fin et Grenoble est monté. Est-ce qu'ils seront en mesure de retrouver cette ferveur? Grenoble est amputé de joueurs importants qui sont blessés. Donc, est-ce qu'ils auront tout leur potentiel? Ça, je ne sais pas. Ils auront le stade acquis, ils auront toute cette expérience collective qu'ils ont pu engranger cette année. Ils ont une vraie histoire qui est formidable. Remonter 12 points, être dernier au classement pendant plusieurs journées, finir qualifié et perdre en finale, chapeau bas. Une finale en plus qu'ils ont laissé échapper parce qu'ils avaient la possibilité, ils ont eu les opportunités pour être champion, ils les ont pas saisis, ils ont fait des erreurs. C'est Vannes qui a été bien plus réaliste et bien plus pragmatique. Est-ce qu'ils seront en mesure de renouveler ça? Voilà, ils ont quelques jours pour se retaper. Montpellier, je sais pas trop, peut-être que Laurent a plus d'infos. Montpellier, alors j'ai pas forcément plus d'infos, mais on les voit pas sereins, Montpellier. Faut être tout à fait transparent. Ils ont eu ce petit pic de remontée quand le nouveau staff est arrivé, où il y avait des défaites encourageantes, même si j'aime pas ce terme, et puis quelques victoires qui étaient quand même plutôt pas mal. Et puis finalement, ils sont quand même délités. Ils ont fini fin de saison à en prendre 50 points à Clermont, même si à Clermont il n'y avait rien à jouer. Je pense qu'il y avait une autre image à montrer. Je sais pas si mentalement, Fabrice parle de beaucoup de mental depuis le début de l'émission, et là c'est là-dessus qu'on les attend. Il faut que mentalement ils le veuillent cette victoire, parce qu'ils vont tomber sur des Grenoblois qui, même fatigués, vont tout faire au Stade des Alpes, parce que tu parles de ce match contre Oyonnax, c'était moi l'arbitre, donc je peux en parler totalement librement. Et même si en tant qu'arbitre tu essaies de ne pas avoir d'a priori sur les matchs, effectivement ce match-là, Grenoble-Oyo, quand je suis arrivé sur cette rencontre, j'avais l'impression qu'il y avait un écart monumental entre les deux équipes, une de top 14, une de Pro D2. Mais pas du tout. Au bout de 25 minutes, les Grenoblois ont mis tout le monde d'accord, comme quoi c'est bien eux qui en voulaient plus qu'Oyo. Donc il y a une équipe qui a passé une saison mauvaise, Montpellier. Donc dans la tête, c'est très difficile de repartir et de faire un gros match. Et une autre qui a passé une excellente saison, à remonter 12 points, à faire vraiment un truc extraordinaire. Donc il y a un état psychologique totalement différent entre les deux. Et c'est probablement là-dessus que ça peut se jouer. Et à domicile pour Grenoble, le Stade des Alpes va être en feu. D'ailleurs, ça va être similaire, Eric, au match Access qui a eu lieu en national pour la Pro D2.
Entre Narbonne Ouais, Montauban Narbonne, a passé ouais. une saison exécrable. Ouais. Ils ont eu ce match access avec tous les conflits qu'il y avait à l'intérieur du groupe, et Ouais. avec beaucoup de doutes au niveau de l'équipe et de leur jeu. Ils l'ont remporté d'1 point. À Alors que Narbonne, Narbonne qui aurait pu était gagner. euphorique dans Ouais. un stade plein. Narbonne aurait pu l'emporter avec un peu plus de maîtrise. Il faut s'attendre à ça. Ouais. Voilà, faut s'attendre à ça. Ce type de match qui pourtant entre Narbonne et Montauban, quand on voit les bébés sur Ouais. le terrain, on a l'impression qu'il y a une équipe de cadets et puis contre une équipe de seniors. Mais Et si, alors, si derrière, Montpellier venait à malheureusement, ou heureusement pour Grenoble, chuter Ouvrir la et porte. venir jouer à Chanzy l'année prochaine, Ouais. ça ferait quand même, ce serait quand même Ouais. un gros coup de semonce Ouais. et une grosse surprise. Ouais. Ouais. Très grosse surprise. On rappelle qu'ils étaient champions de France il y a, il y a 2 ans. 2 saisons. avec Alexandre Ruiz Exact. dans son staff. qui était dans son staff. Ouais. Ils ont perdu Alexandre Ruiz. Pour revenir sur cette finale et sur la saison de Pro D2, Vannes qui monte en top 14, c'est mérité, logique. C'était mon pronostic. Non. On a failli ressortir les images de la dernière fois. Bah Théo, je parle sous couvert. Je pense qu'il avait Plus pronostiqué. Provence. Plus Provence. ouais, ouais. Quel opportuniste, oui, c'est incroyable. Quel menteur. Oh, on fait un peu de politique, hein, excuse-nous. Dans Vannes, promu, logique, pas logique, mérité. Mérité parce que sur la finale, ils ont été réalistes, efficaces, il n'y a pas de problème. C'est vrai que la logique sportive aurait voulu que ce soit ou Grenoble ou Provence, parce que c'est eux qui ont été les plus réguliers, qui ont toujours été à la tête, même si Vannes a été pendant longtemps. Mais il y a eu quand même pas mal de défaites à domicile, on les a sentis un petit peu vaciller, ils sont revenus au bon moment, ils l'ont emporté, chapeau pour eux. Ça fait du bien Ouais. pour notre rugby, ça fait du bien de découvrir le Grand Ouest, une nouvelle région. La Rochelle ne sera pas esselée. Ça fait du bien de voir cette équipe-là qui est partie d'un Fédéral 2. rugby amateur pour se construire. Ça fait du bien de voir qu'on peut avoir un entraîneur qui a 25 ans d'expérience à la tête et qu'on n'est pas obligé de faire les sièges musicaux à chaque fois. Voilà, donc bravo, ça va être très très compliqué l'année prochaine, mais on s'en fiche. Ils ont réussi l'exploit et bravo à Vannes, et ça va nous amener une belle bouffée d'oxygène, une nouvelle fenêtre, ça va nous sortir un petit peu d'Oyonnax, on était habitué au Jura, là on va aller du côté de l'océan et ce sera une belle, en tout cas une belle image pour le rugby français. Ouais, je suis totalement d'accord. Mérité sur le match en lui-même, c'était partagé. Hein. Les deux équipes auraient pu gagner, on l'a déjà dit. Mais dans la construction de ce club, je veux dire franchement, les dirigeants vantais que j'avais rencontrés juste après la défaite en demi-finale contre Biarritz, des demi-finales cruelles, puisque c'est la dernière minute, à la 82e minute. Derrière, ils étaient abattus, mais plutôt réalistes. C'est-à-dire que ce n'était pas notre moment. On avait encore besoin de plusieurs saisons pour pouvoir monter. Et je trouve que voilà, c'est un club qui est intelligent et qui se construit. Et je pense qu'il monte au bon moment. Et toute la Bretagne économique va être derrière son club. Et ça, j'en suis convaincu. Bon, messieurs, on termine toujours cette interview par le traditionnel question pour deux Charentais. Donc, on va envoyer le jingle et Océane va nous amener les buzzers. Alors, Océane nous a rejoint. Vous connaissez le jeu par cœur, hein, à défaut d'y briller régulièrement. Est-ce que Laurent a les questions? Non. Oui, évidemment. Fabrice, je le jure, sur la parce tête que de des Jérôme fois, Di Tommaso. il donnait les questions aux stagiaires. C'est incroyable. On donnait surtout les réponses. Oui, les réponses. Il y avait les réponses. T'étais là, tu cherchais, bam. Non, là, réglo. Non. 5 questions. Maître, comment il s'appelle, l'huissier de justice Maître Albert, huissier de Maître Albert. justice Maître à Albert, Maine de Boix. il a bien vérifié, Il a bien tout est bossé, bon. pas de problème. Ouais. Donc, un seul vainqueur qui gagne une photo dédicacée de notre stagiaire Océane. Donc, Albert, Cherchez la photo. demi-finaliste du championnat de France U18 il y a 2 semaines avec Limoges contre le Stade français, battu par le Stade français. Félicitations. Futur international, hein, on lui souhaite, auquel cas la photo dédicacée vaudra très cher dans quelques années. Donc, première question, Mathéo. On va revenir sur la saison de rugby dans ce question pour deux Charentais. Question Coupe du Monde. Qui a perdu le match pour la 3e place contre l'Angleterre? C'est loin, ça je l'ai plus. Ah, faut buzzer, messieurs, faut buzzer. Je vois, mais quand on n'a pas la réponse. Ah bon, Probablement pas la Namibie. donc- Non, qui c'est qui a Le match joué de 3e place. J'ai cherché ce L'Irlande. matin. Non, l'Irlande Non. d'écart. À toi Je l'ai plus, non, je l'ai plus. C'est pas les Français. Égal. C'était les deux équipes perdantes des demi. Par Ouais, définition. l'Afrique du Sud a gagné, L'Afrique du la Sud a Nouvelle-Zélande a battu gagné. qui la Nouvelle-Zélande l'Angleterre. a-t-elle battu? Bah c'est ça, je m'en rappelle plus. On est nul. Je l'ai plus. Pourquoi tu nous prends comme consultant? On est nul. C'est pas un C'est problème. l'équipe qui avait déjà gagné la finale pour la 3e place en France En 2007. effectivement, en 2007. Argentine. Ouais, oui. Ah,
Argentine. Bravo. C'est bon? Ça marque un point. Bon, ben, non, mais c'était pas simple. Hein, Je me souviens pas d'Angleterre. Ah, mais je me souviens très bien d'Angleterre-Argentine. Oui, ça y est. Maintenant que j'ai vu le Mais résultat. t'avais vu Van gagnant aussi. Oui. Bah, Et il va nous donner tout de suite le résultat de la réponse à la deuxième le question. problème, c'est que c'est une question de budget. On n'a pas pris les meilleurs, on a pris les moins chers. Il n'y a que ça sur le marché Angoulême. C'est la Je respecte concurrence. ça. Bon, deuxième question top 14. Qui a terminé meilleur marqueur d'essai de la saison régulière? Allez, Penaud. Non, Ah c'est deuxième. Oh, Galberet. Non, non Non. plus. Non. Je veux un indice. Non. Ouais. Le club? Un poste, un demi de mêlée. Ah. Il est assez largement en tête. Hein. Non. Ah, Serein si. Couillou. Bien joué. Ah oui. Si, ouais, 2-0. Baptiste Couillou. Ouais, incroyable. Ouais. Ouais. Baptiste Couillou, 17 essais. Baptiste Couillou, ouais. Oh, bravo. Contre 14 à Penaud. Ouais. Bah, il doit tout à ses impressionnant. avant, on va dire. Oui. Allez, troisième question. Rugby à 7. Qui est le capitaine de l'équipe de France qui va disputer les JO dans un peu plus d'un mois? C'est pas épée, non? Comment il s'appelle? Non. Épée, non, je sais plus comment il s'appelle. Il fait partie des joueurs de l'équipe. mais Antoine Dupont. Non. Il fait pas ça aussi? C'est Océane qui a fait les questions là. Non, avec moi ce matin, exact. Océane, vraiment. Allez, un petit indice, parce que là, quand même, Ah non, mais il je a sais joué pas, au je les connais SA15. pas, Je les connais pas. Ah, Riva, Paulin. Paulin Riva. Bravo. Voilà. Ah, je sais pas que c'était Paulin le capitaine, mais maintenant, effectivement, quand j'ai les réponses, ça va mieux. C'est drôle. Alors, question Pro D2, ce sera peut-être plus facile pour vous, c'est plus frais dans la mémoire à votre âge, il ne faut pas aller chercher trop Qui est loin. entraîneur du SA15. C'est un vieux qui vous le dit. Le SA15 a terminé 12e de la saison, on est d'accord. Ouais. Bon. Avec combien de points? Le plus près? 64. 62. Ah, 62. Ah, Fabrice, t'es ruiné aujourd'hui. Je vais faire Fanny. 4-0. Vous l'avez donné les réponses. Ah non, non, non. Ah, Lolo, t'es énorme. Et il y en a un qui bosse, hein, c'est tout. Je bosse mes stats. Hein. Là, à moins qu'on fasse la dernière question à 5 Ah, points. on peut comme faire la semaine dernière question à 5 dernière. points. Oh bah oui, bah voyons. Certains ont réussi. Hein. Non, vas-y, fais la question. Certains Je suis bon ont joueur. réussi, là, Je remets ma photo dédicacée en jeu. Allez, vraiment. Moi, faut que je me remette en question, c'est tout. Allez, on va les laisser à Océane, la 5e question. Et donc on termine avec une question rugby féminin. Qui est champion 2024? Stade Bordelais. C'est exact. Eh oui, 10 points. Et qui est 5 à la l'entraîneur du suite. Stade Bordelais, Fabrice? François Ratier. Voilà. Allez, on donne à Fabrice au François. dernier point. Un demi-point. Tu sais, c'est comme à l'école quand tu écris ton nom. On avait mis 1 sur 20, madame. Oui, c'est pour le stylo que tu as utilisé. Voilà, François Ratier, ancien joueur du SCA, hein, Entraîneur des filles du sélectionneur Canada, du Canada, du et monde. aujourd'hui à Bordeaux, et qu'on aura sur ce plateau dans 15 jours, messieurs. Donc, si Fabrice, tu veux lui faire une petite surprise. Grand hein, monsieur. Bah là, c'est plus une Dans surprise. 15 jours, oui. Ouais. Peut-être. C'est plus une surprise. Parce que si on regarde l'émission, c'est plus une surprise. Bon, ben, les comptes, Mathéo, je crois que. Il n'y a pas photo. Eric. On Non, ce arrondit serait- à 5 à 1 pour. Je suis un bon mec. Non, c'est bien, Lolo, bravo. On va le dire. Bon, félicitations, on vous garde pour la fin de l'émission. Avec plaisir. Oui. Allez, ben alors on enchaîne avec les étoiles du foot et notre partenaire JL Bro, spécialiste de la nutrition sportive et de la réponse au quiz. Alors, on va voir l'infographie de l'équipe du week-end, je crois, si elle apparaît à l'écran, avec des habitués, Dorian Dessemery de Montbron, Michael de Molombe de Brigueuil, Karim Oumadi de Linard, mais aussi des novices comme Dorian Lecourt de Champnier-Bey ou Didine Ben Slimane de Sireuil-Bey pour la première fois de la saison. Le classement des étoiles, Mathéo. Ouais, avec aucun changement dans le peloton de tête. Florian Duet toujours en tête, milieu de terrain de Saint-Brice qui domine toujours avec 12 étoiles. Courte avance sur Gabin Texier de Roulet avec 11 étoiles. C'est le seul qui peut renverser la donne puisqu'il ne reste plus qu'une journée entière à disputer. Derrière, on retrouve le duo Thibaut Ramos-Dylan Closier avec 10 étoiles. Oui, on vous rappelle que le match des étoiles organisé par Charente Libre avec le district aura lieu le 29 juin, samedi 29 juin, à Segonzac. Elle opposera cette rencontre les 16 meilleurs joueurs de D1 aux 16 meilleurs de D2.
Les buteurs, Mathéo. Ça n'a pas bougé dans la catégorie nationale, régionale, avec donc la victoire d'As Diop et ses 26 buts devant Benjamin Servant, Vincent Da Silva. La saison est terminée en régional. En D1, le leader Karim Oumadi accroît son avance grâce à un quadruplé le week-end dernier avec l'INAR. On aura l'occasion d'y revenir avec la palette. Il compte 3 buts d'avance sur Canic Podar de Moutier alors qu'il ne reste plus qu'une journée. Peut-être un renversement de situation quand même possible. En tout cas, c'est tout à fait possible en D2 puisqu'il n'y a qu'un but d'écart entre le Jarnaquais Maxime Monnier et le Ruffécois Benjamin Reynaud. Et il y a même Thibaut Ramos et Provodi Calenda qui sont tout près de la tête. Et enfin, au classement des buteuses, eh bien, il y aura 2 lauréates dans cette saison puisque Manon Chabana de France et Clarisse Lopez terminent avec 14 buts. Mathéo, notre étoile de la semaine, elle a vécu un dimanche loin de ses buts habituels. Oui, c'est Julien Vignot, l'habituel gardien de Charente-Limousine B en D2. Pour la dernière rencontre à domicile de la saison contre Fléac, l'équipe avait décidé de tirer au sort les postes des joueurs. Au privilège de l'expérience, Julien Vignot, lui, il a pu choisir et il a donc joué numéro 9 en première période. On va faire ça au rugby à la couronne, Laurent. Un petit match au talonnage, au pilier droit. Au talon, ça va être nickel. Hein, écoute. Une rencontre que Charente-Limousine B a remportée 6-1. On a pu discuter avec celui qui va raccrocher les crampons à la fin de la saison en visio. C'était en début de semaine. On regarde ça. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, ça devait être festif. On s'est retrouvés au stade à midi avec tous les copains. Mangé au stade tranquillement. On a fait une petite partie de paintball juste avant le match. On commençait un petit peu à flipper parce que Fléac nous a annoncé qu'ils étaient 9, mais qu'ils venaient quand même. Donc ça, c'est super de leur part. Donc après, pour en revenir au match, j'ai joué numéro 9, donc c'est pas banal parce que moi, normalement, au lieu d'en mettre, bon, même si j'en ai pas marqué, j'en prends. Donc ça change un peu, mais c'était top, quoi. En fait, pour moi, j'ai même pas eu de tirage au sort. J'ai demandé au coach si je pouvais jouer directement 9. Et on a bloqué le numéro 9, donc je le remercie, c'était top. Voilà. Donc en première mi-temps, j'ai joué 9, j'ai joué 30 minutes. Et ensuite, en seconde mi-temps, j'ai joué environ 30 à 35 minutes en numéro 4. Donc c'était bien aussi. Ouais, bon, j'ai fait que ça, hein, sinon, voilà, j'ai pas fait grand-chose devant le but, hein. Les contrôles, c'est pas top, mais bon, une passe D, c'est très bien. Du moment que l'équipe gagne et que c'est festif, c'est top. Ouais, c'est ça, on se tenait à cœur de gagner à domicile, devant nos supporters, voilà, que ce soit festif tout au long de la journée, donc c'est acquis, c'est parfait. Le premier match, on s'est fait un petit peu peur, enfin on s'est fait peur du coup à domicile, perdre 3-0 contre Mornac et ensuite on a bien réagi, les copains ont bien réagi à l'entraînement, les coachs, etc. Donc après voilà, c'était sur une bonne dynamique le restant des matchs, donc on a enchaîné, c'est parfait pour nous, quoi. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec l'Instant Rematch, notre partenaire Stadium La Couronne, le jingle. Du foot cette semaine dans le top 3. Tout d'abord, le derby Montbron-Saint-Germain-de-Montbron avec un joli centre sans contrôle et une volée du plat du pied. Puis un superbe numéro de soliste, un attaquant de Luxé face à Aigre. Et enfin, les incontournables joueurs de l'Inard, vainqueurs de la Coupe Charente, promus en R3 et grand habitués de la palette. On les verra au ralenti. On envoie le top 3. Allez, petit Louis. Allez, vite. Ouais. Non. Tiens, putain. Mimi, attention. Bon, on va voir un des 12 buts de la victoire de l'INAR face à l'Alliance 3B. La réserve de l'Alliance 3B, ça a été difficile le week-end dernier
face à cette équipe de Linard donc, qui a gagné la Coupe Charente, qui va monter l'année prochaine en R3. On va pouvoir lancer avec, malgré toute la volonté du défenseur, on va le voir, il essaie de s'accrocher au joueur, mais il arrive à le déborder, le numéro 11 de Linard qui va pouvoir ensuite centrer. Et vous allez voir que là aussi, il y a un petit peu de passivité dans la défense, on sent qu'il y a déjà eu plusieurs buts d'encaisser, la petite remise qui n'était pas forcément nécessaire, le joueur aurait pu s'offrir le but, mais peut-être que celui-ci n'avait pas marqué. Et on voit là tout le dépit du gardien, qui est peut-être même l'action de cette l'image de cette action. C'était très difficile pour l'Alliance 3B. Ouais, et beaucoup d'altruisme quand même de la part des joueurs de l'INAR qui ont marqué presque le même but en finale de la Coupe Charente. La lauréate, c'est Valérie Danglars, comme souvent cette saison. Elle gagne un bon d'achat de 30 €. Et comme à chaque fois qu'elle gagne un bon d'achat de 30 €, elle l'offrira à un des joueurs du club, ce qui est plutôt sympa. Beau geste de sa part. Cette émission touche à sa fin. Messieurs, merci d'être venus. On va juste vous demander pour finir qui va être champion. Oh merde. Il faut que j'ai dit un truc. Alors, allez, Ça Laurent. va être facile, Stade Toulousain. Allez, moi, c'est le cœur rose qui part. J'aimerais bien que ce soit Paris. Bon, on fera les comptes à la fin. Allez, Océane, un petit pari. Oh bah moi j'espérais que ce soit Toulon. Voilà, Océane et Varoise. D'accord. Donc, et Mathéo. Ouais, on n'a pas trop parlé de La Rochelle cette année. Donc, petite pièce sur La Rochelle. Allez, on sera deux. Pas hyper convaincu, Mathéo, quand Ouais. même. Tu donnes un pronostic. Mais là aussi, c'est le cœur qui parle. Peut-être la surprise. Non, mais On fera les totaux. Merci, messieurs. Bonnes vacances, si vous en prenez. Laurent, bon mariage, Merci puisque beaucoup. ça se précise. oui. Et puis, à bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.